Bienvenue mesdames et messieurs, mon nom est François Payotte et j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette émission intitulée Au-delà du connu. Aujourd'hui, en compagnie de monsieur Normand Pinard, nous allons aborder un sujet fort intéressant, celui du monde astral qui, comme vous le savez certainement, prend une part très importante dans l'explication occulte de l'homme. Aujourd'hui, avec monsieur Normand Pinard, nous allons voir les aspects de la multidimensionnalité de l'homme, les aspects cachés, occultes. Monsieur Normand Pinard, bonjour. Bonjour. Vous qui êtes médium, quelle serait votre définition du monde astral? On dit souvent que c'est le monde des émotions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceci? C'est le monde des émotions, mais c'est aussi le monde du dépôt de ces émotions au niveau des plans qui sont plus difficiles à comprendre dans la nature, mais qui appartiennent à la nature et de la nature de l'homme, et aussi qui sont projetés dans le temps. Pour comprendre beaucoup l'astral, il faudra comprendre un jour que le temps est une dimension. Souvent, les gens mentionnent dans le domaine ésotérique que le temps est quelque chose qui n'existe pas. Le temps existe, mais c'est une dimension que l'énergie s'est donnée pour pouvoir s'épanouir. Nous allons comprendre de plus en plus en étudiant la physique, vraiment l'atome. Nous comprenons de plus en plus que lorsque cet atome vibre, il se déplace aussi également dans le temps. Il y a une énergie dans le passé. Il y a une énergie dans le passé, dans le moment présent, qui prépare toujours une énergie future. Chaque pensée est énergie. Au même titre que les atomes, au même titre qu'une table, etc., elle est énergie. Et c'est pour ça qu'une pensée agit, parce que la pensée étant énergie, agit également sur l'énergie. Donc, pour vulgariser à ce point où on en est rendu déjà dès le départ, est-ce que vous voulez dire que l'astral, le monde astral, vous dites un dépôt, c'est un réservoir de toute la pensée humaine qui a été exprimée depuis le début de l'humanité? Exactement. Est-ce qu'il y a un rapport avec ça et l'inconscient collectif? C'est très exactement la même chose. Pour donner, par exemple, un exemple concret, si vous rencontrez, par exemple, ça peut être amusant, là, si vous rencontrez un curé, vous les avez tous vus, ils ont tous un comportement. Si vous rencontrez des gens un peu qui fréquentent, je ne sais pas, pour donner un exemple, les tavernes, ils ont tous à peu près le même comportement, hein, un peu tough sur les côtés. Et si vous avez des formes, vous avez des formes dans l'homme. Plus ou moins raffiné? Plus ou moins raffinés qui vont toujours... Si vous prenez par exemple un motard, il va très rarement ressembler à un curé. Bon, enfin, il y a des styles, il y a des groupes, il y a une coloration émotive dans un groupement. Il y a une coloration émotive dans toute chose, dans toute l'interprétation idéologique qu'on se fait de la réalité. Si vous prenez quelqu'un, par exemple, qui est poète, qui est penseur, quand vous en avez vu un, souvent, il y a des modes de poètes, de penseurs. Ils ont tous à peu près un même comportement et souvent, ils vont tous à peu près penser les mêmes choses, ou dire des choses à peu près identiques dans des mots différents. Et il y a de l'astralité, il y a de la coloration, il y a des pots. Donc vous identifiez des groupes d'après leur façon de s'alimenter au niveau de la pensée ou d'exprimer cette pensée. C'est-à-dire que l'homme qui n'est pas conscient sera toujours influencé par la forme, par l'énergie contenue dans l'astral, qui lui donnera une manière d'être qu'il ne sera pas lui-même, mais qui lui fera croire qu'il est, alors qu'il est simplement à l'image de la mode, de la forme, qui correspond à l'astralité déposée dans la chose, déposée dans le rituel. Et ça, que ce soit dans tous les groupements qui se situent à l'intérieur de notre réalité. L'astralité, elle a aussi quelque chose de terrible parce que non seulement elle est émotion et elle empêche véritablement l'homme d'être objectif par rapport à l'intelligence qui descend en lui, mais en plus, elle colore son émotivité. Elle lui fait interpréter les choses qui lui sont perçues à travers des mots ou à travers de la lecture. Et finalement, ce qui se produit, c'est que l'homme n'accède jamais véritablement à son intelligence parce qu'il est constamment aux prises avec l'interprétation. Et quand nous sommes aux prises avec l'interprétation, nous ne pouvons pas réellement accéder à nous-mêmes, nous ne pouvons pas réellement accéder à cette intelligence qui est en nous, et nous passons toujours à côté. Et c'est ce qu'on appelle de l'astral. Et l'astral est aussi ce que Jung appelait l'inconscient collectif. C'est-à-dire que lorsque nous rentrons à l'intérieur d'un système qui peut être une religion quelconque, nous sommes toujours prisonniers de la forme de cette religion. Tout ce qui est astralisé est forme. Et énergie
pouvant agir dans le moment présent et pouvant également agir dans le futur, parce que dans l'énergie, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'intelligence dans le temps. Il faudra comprendre le temps pour comprendre le pouvoir de l'astral. C'est pour ça que je dis toujours que la mémoire est dangereuse, parce que la mémoire conditionne l'homme dans le moment présent, qui déjà met en place des énergies subtiles contenues dans la nature pour préparer son devenir. Et l'homme a malheureusement une destinée. L'homme qui est conscient a plus de chances de se libérer de sa destinée parce qu'il a perdu de la mémoire. C'est pour ça que tous les gens qui entreront dans la mutation perdront définitivement leur mémoire. On perd de la mémoire. On perd les choses qui étaient acquises autrefois par l'intellect, par l'ego, pour apprendre d'une manière différente. Donc, dans de la pensée, il y a de l'émotion. On peut donc parler de pensée astralisée. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une pensée astralisée, puisque c'est elle qui, si je comprends bien, conditionne le comportement de l'homme? Oui, définitivement. C'est par exemple, vous regardez un tableau, une peinture, quelqu'un va être très ému, et donc l'émotion. Une autre personne va le regarder et va le détester, cette peinture. Pour lui, ça ne lui dira absolument rien, ça ne va pas en aucun temps toucher son émotion. Donc les deux vont vibrer. Les deux vont vibrer, mais à un niveau qui est différent. Pourquoi? Parce que le tableau qui a été vu à travers toute une émotivité, toute une astralité, qui ne répond même pas à ce qui est intelligent, parce que le tableau reste le même. Il est totalement objectif, le tableau. Il ne demande même pas sa permission. Il est le tableau. Mais nous le regardons à travers deux mémoires différentes, deux émotivités qui sont différentes, et à ce moment-là, nous l'interprétons. Et c'est pour ça que si des gens vont voir un film, ça ne va rien leur dire. Il y a des gens qui vont voir le même film, et ça va vraiment les émouvoir énormément. Parce qu'il y a l'astralité. Et l'astralité, c'est l'interprétation émotive d'une chose totalement objective qui ne devient plus objectif, parce qu'elle est colorée par tout ce qui est émotif dans l'homme. Et tout ce qui est émotif dans l'homme n'est pas intelligent. Et quand nous regardons la réalité à travers des yeux qui possèdent la mémoire de l'astralité, de la coloration de la personnalité d'un individu, nous ne pouvons que très rarement arriver à voir la réalité telle qu'elle est, pour la simple raison que nous sommes toujours sous l'emprise de l'interprétation personnelle de cette réalité. Et moi, par exemple, quand je rencontre des gens en consultation, c'est de leur montrer à voir les choses totalement de manière objective pour qu'ils puissent voir les choses totalement comme elles le sont, sans coloration personnelle. Et à ce moment-là, ils accèdent non seulement à la réalité d'une manière beaucoup plus objective, mais ils mettent une transparence à l'intérieur d'eux qui leur permet de voir les choses claires, parce que nous ne pouvons pas voir les choses clairement si nous ne sommes pas clairs. Il faut défaire l'astralité qui est en nous pour défaire l'astralité qui est dans les autres. Astralité, c'est tout ce qui est émotion. C'est, on pourrait dire, l'endroit, la porte qui empêche l'énergie qui est totalement objective, qui est totalement intelligente de pénétrer dans l'être humain. Bon, mais dans le cas, par exemple, des voyages astraux, où va la personne qui voyage en astral? Est-ce que vous pouvez situer le monde astral de façon géographique ou physique? Où est-ce qu'elle se déplace? Elle se déplace dans le temps de sa mémoire. Donc, lorsqu'on parle de projection hors corps, pour vous, il n'y a pas une sortie réelle de l'âme hors du corps? Il y a une sortie réelle d'une forme d'énergie qui amène l'individu souvent dans un monde d'émotivité, souvent en dehors même du temps. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent faire des sorties astrales, qui peuvent rester dans le temps présent et faire simplement ce qu'on appelle un dédoublement corporel. Il y a des gens qui vont sortir de leur corps, mais ils vont entrer dans le passé, où ils vont voir des scènes qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Et ils rentrent dans la mémoire, un peu comme dans un rêve. Mais dans ce cas-là spécifique, qu'est-ce qui est extériorisé chez la personne? Vous dites qu'ils font un dédoublement du corps, mais c'est quel corps qui est dédoublé? Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est quoi? C'est l'esprit. L'esprit, c'est une énergie contenue dans le cerveau. C'est tout le corps émotif de l'individu. C'est sa conscience. C'est la conscience. Mais c'est la conscience qui est la même quand vous êtes éveillé. C'est la même conscience avec toute sa mémoire. C'est pour ça que le voyage astral ne peut pas rendre l'individu plus intelligent. Il peut lui faire prendre conscience, cependant, de la multidimensionnalité de la réalité.
Mais de prendre conscience de la multidimensionnalité de la réalité, ce n'est pas assez. Il faut être totalement, il faut savoir totalement. On peut passer sa vie dans des bains flottants, on peut passer sa vie à faire des dédoublements dans l'astral. J'en connais des gens qui ont fait beaucoup de dédoublements comme ça. Et comme expérience, ça n'a pas véritablement chez eux apporté plus de clarté dans leur propre compréhension. C'est souvent le temps, l'expérience vécue qui amène l'intelligence d'un individu, qui va lui expliquer, à force de manger souvent quelques claques à la figure, qu'il va apprendre à devenir plus intelligent, à quitter un chemin souvent pour trouver une voie. Mais il y a beaucoup de gens qui font des trips comme la drogue, des trips. Pour moi, ça demeure dans une dimension de trip. C'est-à-dire, nous sortons du corps et on va voir les autres avec beaucoup d'orgueil spirituel en disant « Oh ben moi, je fais des voyages astrales, je fais ci, je fais ça ». Ça mène nulle part, ça donne absolument rien, parce que ça fait prendre conscience simplement à l'individu de la multidimensionnalité de sa nature. Mais souvent, il y a bien des individus qui, suite à une prise de conscience de la multidimensionnalité de la nature, peuvent devenir spirituels. Mais encore devenir spirituel, c'est pas assez. C'est pas de devenir spirituel, c'est de devenir intelligent. Alors ils vont quitter par exemple une forme de croyance religieuse auquel ils appartenaient, et puis ils vont rentrer Krishna, ça donne rien. Mais il y a des gens qui tiennent particulièrement ou mordicus aux guides astraux et qui prétendent que lors d'une sortie en astral, ils peuvent recevoir un enseignement spirituel sur ces plans-là, sur ce que les hindous appellent les archives akashiques que l'on peut consulter. Est-ce qu'il y a vraiment une forme d'instruction, d'éducation, d'intelligence qui est donnée lors de ces contacts? Oui, définitivement, mais elle ne vient pas de l'extérieur de l'homme. L'homme, ce qu'on appelle le double, n'est pas une entité. Il n'y a pas d'entité. Il y a simplement de l'énergie. Mais l'homme, autrefois, tout ce qui était de l'énergie invisible, etc., devait obligatoirement ressembler à l'homme. Et quand nous voyons des fantômes, ou que nous voyons des apparitions, ou que ce soit chez les Romains, chez les Grecs, ou à l'intérieur des religions plus contemporaines, les apparitions correspondent toujours à ce qui est astralisé dans l'homme, à ce qui est dans l'inconscient collectif de cet homme-là. Est-ce qu'on peut dire ses craintes, ses peurs, ses angoisses? Tout ce qu'il est toujours projeté à l'extérieur. Et en ce moment, il y a des gens qui vont voir des doubles, ce qu'on appelait autrefois l'ange gardien. Mais l'ange gardien, qu'on appelle le double, c'est l'homme qui se place à l'extérieur de lui-même pour s'interroger sur lui-même, pour aller vers sa propre intelligence. Ça, c'est une expérience plus intéressante, le double, parce qu'elle peut permettre à l'individu de se dédoubler mentalement pour pouvoir avoir une conversation avec lui et accéder à une intelligence qui est plus supérieure en stimulant son cerveau, en stimulant tout ce qui est intelligence dans l'univers. Et souvent, on peut avoir des réponses instantanées qui sont absolument incroyables. Mais de penser que le double appartient à un monde invisible, indépendant et totalement extérieur de nous, c'est une très, très, très grave erreur. Il faudra comprendre que le double, c'est nous. C'est une manière de se parler. Mais c'est une manière de se parler qui est très intelligente. C'est une manière d'entrer en relation avec soi qui est très importante et qui peut apporter définitivement quelque chose, parce qu'ici, nous n'allons plus rentrer dans une religion, mais nous commençons à rentrer dans la religion de notre être. Nous sommes passés toujours de ces dieux anciens, et là, l'énergie s'approche de l'homme. Il faut toujours comprendre énergie. L'énergie s'est approchée de l'homme, et elle s'approche de l'homme, et maintenant, c'est le double. Il ne s'agit plus par exemple, du Christ, etc. Ça commence à devenir, on l'appelle le double aujourd'hui, en 1987. Il y a une raison, c'est que l'énergie commence à entrer de plus en plus dans l'homme, et elle s'approche de plus en plus dans l'individualité de l'individu. Et quand il y a cette espèce si on veut, des gens qui peuvent appeler ça une fusion, mais d'assemblement entre le double et la personne, elle accède à cette compréhension qui est dans l'univers. Est-ce que la condition pour que ceci se réalise, est-ce que cette condition, c'est l'élimination de l'astralité dans l'homme? Est-ce qu'on peut transmuter ce plan-là? Non. L'évacuer, cette dimension-là émotionnelle? Oui, on ne le peut pas volontairement.
il y a des gens qui voudraient toujours accéder à des niveaux supérieurs de la conscience. Ce n'est pas qu'on peut accéder à des niveaux supérieurs de la conscience de la nature. C'est les niveaux de la conscience supérieure qui accèdent à l'homme. Mais pour que les niveaux supérieurs de la conscience accèdent à l'homme, il faut que l'homme soit ouvert à lui-même. Et s'il est ouvert à l'extérieur de lui, il est foutu. Il est sa propre porte. Et quand la porte est ouverte en lui, et définitivement, c'est à ce moment-là que la nature entre en lui et lui fait comprendre ce qu'est la nature, sa nature propre et la nature contenue dans l'univers. Et le mystère tombe. Et lorsque cette énergie pénètre l'homme, est-ce qu'elle s'occupe de le désastraliser, d'enlever tout cet aspect émotionnel chez lui qui l'empêche d'avoir une vision objective de la réalité? Définitivement. Définitivement. Tout ce qui est émotion, tout ce qui est sensiblerie, tout ce qui n'est pas à la bonne place. Vous savez, l'intelligence n'appartient pas à l'homme pour le moment. Elle est à l'extérieur de l'homme. Et un jour, l'intelligence descendra dans l'homme et elle ne sera plus à l'extérieur. Elle sera l'homme. C'est tout. Mais en attendant, nous plaçons toujours ces choses-là à l'extérieur et elles sont véritablement dans une réalité à l'extérieur. Et elles prennent toutes sortes de formes. Elles sont astralisées. Ces formes-là peuvent aller jusqu'à se matérialiser. Nous avons parlé souvent des phénomènes ovnis, d'apparition mariale, etc. Ces formes-là se manifestent, elles agissent. Est-ce que le monde astral ou cette énergie astrale peut être utilisée pour des fins, disons, magiques? Définitivement, oui. Avez-vous des exemples? Oui, c'est sûr que des gens, par exemple, qui ont une forte notion de la magie, qu'est-ce que c'est que la magie? La magie, c'est le moyen d'aller dans la mémoire. C'est le moyen qu'utilisent certaines personnes à l'aide d'archétypes pour entrer dans des mémoires de l'humanité, pour pouvoir avoir certaines choses pour leur bénéfice personnel. Mais ça finit toujours par se retourner contre son maître, parce que l'énergie qui est émise d'un individu est toujours reçue. Il y a toujours un effet de choc en retour, de causalité. Si vous allez dans l'état de la magie, si vous allez dans un autre plan de la nature, dans l'astralité de la nature, et que vous avez beaucoup d'ego, et que vous voulez ceci ou cela, et que vous commencez à faire des rituels magiques, vous pouvez l'obtenir, mais vous avez toujours le payer sur un autre prix parce que vous avez fait un déplacement de la polarité énergétique. Il faudra que l'énergie s'ajuste, et de la manière que ça va s'ajuster, ça ne veut pas dire que vous en allez avoir le contrôle. Donc c'est un peu comme les vases communicants. On ne peut pas enlever quelque chose sans que ça soit remplacé immédiatement. Exactement. Il y a des gens qui veulent des choses trop rapidement. Et on ne peut pas avant que ce soit le temps. Je ne dis pas aux gens de rester là et de ne rien faire. Il faut causer de l'action dans sa réalité pour avoir une réaction. Il ne s'agit pas là de rester assis toute sa vie avec une pensée hindouiste en disant « Ah, ça viendra quand je suis prêt ». Et il faut s'interroger. Il faut se poser des questions à nous-mêmes, au lieu de toujours aller les chercher ailleurs. Et nous accédons à ce moment-là à des réponses qui nous permettent de mieux fonctionner dans la vie de tous les jours. Il ne s'agit pas de laisser tomber la réalité de tous les jours. Il s'agit de fonctionner dedans. Mais il s'agit de fonctionner d'une manière intelligente, d'une manière qui ne va pas nous mettre en petits morceaux, en puzzle. Il y a des gens qui vont à l'encontre d'eux-mêmes toute leur vie. Ils se demandent pourquoi qu'à 40 ans, ils sont aux prises avec des problèmes de santé. La réponse, elle est là. C'est parce qu'il ne faut pas aller à l'encontre de soi, il faut aller avec soi. Bon, si la pensée astralisée dans laquelle il y a de l'émotion est à l'origine de la majeure partie des souffrances de l'être humain, est-ce qu'on peut arriver à penser un jour sans astraliser cette pensée? Oui. Le processus serait lequel? Oui, ce n'est pas l'homme qui va détruire pour l'instant l'astralité. C'est la nature qui est véritablement, qui descendra dans l'homme. Elle doit descendre dans l'homme pour devenir l'homme. Et l'astralité sera détruite. Ce n'est pas l'homme qui va vers la nature. Ce n'est pas l'homme qui fait des découvertes scientifiques. Ce n'est pas l'homme qui comprend. C'est toujours ce qu'il n'a pas compris qui vient en lui faire comprendre ce qu'il n'avait pas compris. Et c'est pour ça que tous les gens qui font beaucoup de magasinage au niveau de la spiritualité finissent toujours par être très déçus parce qu'ils croyaient l'avoir en étudiant telle ou telle chose. Et finalement, ils restent au même point dans leur vie. On peut être astralisé par une pensée spirituelle. Il y a des gens, par exemple, il y a deux polarités. Il y a des gens, par exemple, qui sont très spirituels,
et qui font beaucoup de recherches spirituelles et ils ne s'occupent pas de leur vie matérielle. Il y a une polarité. Et ils vivent dans la pauvreté. Et ça, c'est débile, parce qu'il n'y a pas de pauvreté dans l'univers, il n'y a que de la plénitude. Et si vous voulez en faire l'expérience, vous avez simplement qu'à prendre une paire de jumelles et regarder la nuit de l'univers, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de crise d'énergie. Il n'y a jamais eu de crise d'énergie. On a inventé des crises d'énergie, mais l'univers n'est qu'énergie. Et vous avez des individus qui, de l'autre côté, vivent que la matière et ne s'occupent absolument pas de ce qui pourrait les rendre plus intelligents, ne s'interrogent jamais, ne s'arrêtent jamais. Soit qu'ils n'ont pas le temps, soit qu'ils ont peur d'eux-mêmes, de rencontrer leur mémoire, leur passé. Il faut affronter les monstres intérieurs si on veut dépasser la peur, par exemple. Il y a des gens qui se demandent pourquoi ils ont souvent peur de ci, peur de cela, mais c'est parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Nous avons jamais peur de quelque chose. Nous avons toujours peur de nous. Mais parce que ça nous arrange, nous projetons ces peurs à l'extérieur de nous. Et ça, c'est bien entendu, c'est connu par tous les psychologues. C'est pour ça que quand vous avez quelqu'un de phobique qui va voir dans un cabinet de psychiatre ou psychologue, on travaille toujours sur la personne, on ne travaille pas sur les peurs. Les peurs sont injustifiées. C'est de l'astralité. Donc la peur, c'est un des éléments fondamentaux, un des composants de l'astral. Oui. Mais les fantasmes, est-ce qu'ils ont leur origine également dans cette astralité? Oui, définitivement. Oui, quelqu'un, par exemple, qui a des fantasmes ou qui peut avoir des peurs, ou à n'importe quel niveau de tout ce qui s'appelle l'imagination. Que ce soit des fantasmes sexuels, que ce soit, par exemple, s'imaginer. Vous savez, les gens commencent à s'imaginer ceci, à s'imaginer cela. Tout ce qui est émotif, tout ce qui est un temps supplémentaire de l'imagination, qui ne correspond pas véritablement à la réalité de l'individu, c'est de l'astralité. C'est pour ça qu'un individu va voir un film, il va être ému, il va pleurer. C'est pour ça qu'un autre... J'ai rien vu là. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça me fait ni chaud ni froid. Et le film est totalement objectif. C'est qu'il a été coloré. Nous colorons la réalité. Nous colorons les mots. Nous colorons les livres. Et nous nous demandons pourquoi qu'il y a des intellectuels qui s'affrontent et que vraiment, ils ne réussissent jamais vraiment à s'entendre. Si vous allez en Europe, vous allez rencontrer autant des individus, par exemple, qui sont en désaccord. Plus nous étudions longtemps, plus nous avons des visions différentes, des philosophies différentes, et pourtant c'était pour mieux comprendre. Ils sont restés avec la mémoire de la connaissance, mais jamais ils se sont arrêtés pour aller dans eux-mêmes et accéder au savoir. Il y a une différence entre le savoir et la connaissance. La connaissance, c'est la mémoire colorée de l'intelligence, tandis que le savoir, c'est l'intelligence absolue, c'est l'intelligence qui est inspirée, qui descend dans l'homme instantanément. Comme moi, par exemple, quand je fais des émissions ici, moi, je les fais en état second. Je ne fais pas des émissions que j'ai pensées avant. Et si je n'avais pas cet état second, ça ne pourrait pas passer. Bon, vous dites que l'homme ne parvient pas à se désastraliser lui-même, que ce n'est pas entre ses mains. Mais pourtant, c'est la prétention, ou la job, du moins, des psychanalystes. Leur travail consiste peut-être à racler, à nettoyer ces mémoires. Si les fantasmes sexuels appartiennent ou font partie donc du domaine de la mémoire, il convient peut-être de travailler là-dessus pour pouvoir s'en débarrasser. Pour vous, ce n'est pas une alternative, ce n'est pas une possibilité? Oui, non, c'est une alternative intéressante à condition de rencontrer des psychiatres et des psychologues qui sont intelligents. Ils le sont par définition. S'ils nous prennent en main au niveau de ce handicap-là, ils doivent être plus intelligents. Leur compréhension... non, ça dépend toujours de l'individu. Alors, ce n'est pas de la même intelligence, ce n'est pas des diplômes que vous voulez parler? Oui, je parle de l'intelligence de l'être. On peut être parfaitement psychologue et totalement con, puis on peut être psychologue peut être absolument génial. C'est toujours l'être qui a le dernier mot. Ce n'est jamais le diplôme. Vous pouvez aller voir un médecin qui va vous prescrire des médicaments et que ça va vous détruire, et vous pouvez aller voir un autre médecin qui va vous prescrire des médicaments puis il va être totalement compétent. Mais il y a des gens, par exemple, de plus en plus dans le domaine de la psychologie et dans la médecine, qui font référence à leur intuition, au-delà des diplômes, de ce qu'ils ont appris. Et souvent, s'ils n'avaient pas écouté l'intuition, la personne serait morte depuis très longtemps. Le psychologue d'aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas remplacé le curé qui confessait? En fait, lorsqu'on consulte soit un psychologue ou lorsqu'on va se confesser, est-ce qu'on ne se vide pas de sa mémoire? Est-ce qu'on ne se vide pas le cœur? Est-ce que ce n'est pas une forme de thérapie? Oui, c'en est une. C'en est une. Surtout si le psychologue est intelligent, c'en est une, définitivement. On commence là, à faire comprendre la mémoire. On va toujours voir un psychologue ou un psychiatre pour comprendre la mémoire. Par exemple, le rapport qu'on a pu avoir avec sa mère ou avec son père qui nous a troublés, et on va épurer de la mémoire. Et je dirais, oui, les psychologues, les psychiatres, c'est important. Tout ce qui est travail sur soi est important.
je vais vous faire un aveu, j'aime beaucoup plus les gens qui sont dans le milieu de la psychologie que les gens qui sont dans le milieu de la spiritualité. Pour quelle raison? Pour la simple raison qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité qui n'ont pas réglé leurs problèmes psychologiques et qui ont astralisé leur spiritualité et qui sont devenus orgueilleux de leur spiritualité, et ce sont des gens plus tard qui risquent de dire « moi je vais la faire ». Alors que le psychologue est beaucoup plus scientifique dans le sens qu'il travaille véritablement d'une manière détachée et désastralisée. Il ne met pas d'émotion dans son patient. Normand Pinard, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous rappelle que M. Normand Pinard donne des consultations privées. Pour le rejoindre, il faut composer 254 59 19 et que M. Normand Pinard donnera une conférence publique intitulée « La volonté magique » le samedi 31 janvier à 20 h au 140 Crémazie Ouest, suite 1109. L'entrée est située sur la rue de Reims. Si vous avez des commentaires à nous adresser, des appréciations sur cette émission afin de nous encourager à la continuer, veuillez nous écrire à Au-delà du connu, CMCL 2830 boulevard Saint-Elzéar Est, Duvernay-Laval, H7E 4P2. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.